Bonjour, je suis Mister Emma et vous regardez Archi-Urbain, l'émission qui vous parle d'architecture et d'urbanisme. Dans cette émission, je vous propose de dresser le portrait de l'architecte Vincent Calbeau. Vincent Calbeau vient de la Louvière, il est aujourd'hui établi à Paris. On va découvrir dans le reportage justement comment il s'est retrouvé à fonder son entreprise à Paris et comment il en est arrivé également à faire une tour à Taipei. J'étais devenu associé de Claude Vasconi et un mois après, il est décédé d'une maladie qui l'a très vite emporté. Et je me suis retrouvé carrément sur la paille parce que j'avais toujours travaillé en freelance. À ce moment-là, est tombé dans ma boîte spam, et c'est pas une blague, c'est la vraie anecdote, une invitation pour concourir à une compétition d'architecture face à Zaha Hadid et Norman Foster pour construire une tour à Taïwan. Et je me suis dit, il faut que je monte dans le train. Et il faut que je fasse tout pour essayer de gagner ce concours. Et donc, plutôt que de faire 3 plans d'architecture, 2 images de synthèse, une petite maquette, on a fait les plans de chaque étage, on a fait 50 images de synthèse, on a fait un film, on a fait une maquette de 3 mètres de haut. J'ai pris toutes mes économies pour transporter cette maquette à l'autre bout du monde. J'ai eu la chance de trouver un client qui avait le même âge que moi et qui m'a dit tape là, on va construire cette fameuse tour torsadée et végétalisée. Et à l'époque, en fait, j'ai compris que je faisais partie finalement de la première génération d'architectes où on était hyper sensibilisé par le dérèglement climatique. Normalement, la tour devait être livrée en 2-3 ans. Donc je me dis, ah ben c'est bien, à 35 ans, j'aurais livré ma première tour. Mais l'histoire a duré un peu plus longtemps que prévu. Elle a duré presque 12 ans. Et finalement, le rêve de l'architecte utopiste est devenu réalité. Ça a crédibilisé finalement cette fusion que j'avais voulu faire de l'art et de la technique, de mon apprentissage chez Fuxas et chez Vasconi, où j'avais pris le meilleur de chacun pour finalement essayer de dresser une nouvelle discipline architecturale qui prouve qu'en prenant le meilleur du low-tech, c'est-à-dire de tout ce qui consomme très peu d'énergie, des processus naturels, et en l'associant avec le meilleur de ce que fait aujourd'hui notre société, notamment en termes d'énergie renouvelable, en combinant les deux, on pouvait véritablement faire et proposer des architectures écologiques. L'utopie, ce n'est jamais que imaginer quelque chose qui n'existe pas encore. Envoyer une fusée dans la Lune en 1960, c'est une utopie complètement folle. Personne ne sait comment faire. Et 10 ans après, c'est réalisé. Simplement parce qu'on a décidé de réaliser cette utopie. Les utopies que lui montre, comme les miennes, sont bien plus faciles à réaliser que d'envoyer une fusée sur la Lune ou occuper la planète Mars. On peut faire une tour qui est un mini-héros climatique, qui va générer sa propre énergie grâce à toutes les énergies renouvelables, donc au vent, à la géothermie, grâce au soleil, et qui va finalement recycler ses déchets en ressources, notamment le recyclage des eaux noires et des eaux grises que rejettent les appartements, pour venir irriguer et apporter de l'engrais à une véritable Babylone verticale avec 23 000 plantes, arbustes et arbres. Elle peut paraître très technique avec ses panneaux solaires, avec ses toitures éoliennes et avec ses structures torsadées. Mais en fait, tout ça a été pensé pour optimiser la course du soleil autour du bâtiment, pour faire en sorte d'augmenter le niveau de confort en jouant avec la direction des vents dominants et en profitant finalement d'un phénomène géothermique pour transformer cette tour en immense termitière. C'est un bâtiment dans un pays tropical qui est climatisé à 100% naturellement, grâce au fait de faire passer l'air chaud sous les fondations, là où la température de la Terre est constante toute l'année à 18 degrés, et en le réimpulsant dans cette cheminée centrale, naturellement dans chaque appartement. En 2020, c'est Vincent Calbeau, l'architecte louviérois en collaboration avec le bureau d'architecture ASSA, qui a été choisi pour construire le pavillon de la Belgique à l'exposition universelle de Dubaï, qui s'est tenue 2 ans plus tard en raison de la Covid. On a voulu finalement prendre le leitmotiv de l'exposition universelle et l'appliquer au premier degré. Connecter nos esprits, par exemple avec Renaud Chevalier, pour construire le futur. Construire un bâtiment pour le gouvernement belge qui est censé représenter
Et symboliser toutes les valeurs de la Belgique et du peuple belge, c'est un rêve d'enfant, de jeune architecte. Je voulais vraiment prouver que la Belgique était au top de l'innovation. Et au début, on avait dessiné par exemple un projet complètement imprimé en 3D. Sauf qu'à la fin du dessin, on s'est rendu compte qu'on n'aurait pas assez de temps de chantier pour imprimer tous les éléments en 3D. Et après, on est parti sur l'idée d'un bâtiment pont, parce qu'en fait, la parcelle sur laquelle on travaillait, elle était mitoyenne entre le district dédié à la mobilité et le district dédié à la durabilité. Et donc, on avait voulu faire une arche qui soit finalement une porte d'entrée, d'accès d'un district vers l'autre, étant donné que de toute façon, dans la transition écologique, mobilité et durabilité sont intimement liés. Et donc, on a dessiné un bâtiment pont qui tient sur 2 piliers et qui symboliquement venait exprimer les 3 communautés belges, donc la communauté flamande, la communauté wallonne, qui se tenaient la main pour, en clé de voûte, réunir la communauté bruxelloise et donner une image ultra dynamique avec un bâtiment qui soit très racé, qui soit dessiné d'un seul trait, alors qu'on était presque une trentaine d'architectes et d'ingénieurs à dessiner les plans et à faire en sorte que ça soit constructible. C'était aussi un challenge climatique d'essayer de créer ce qu'on appelle un climate responsive design, c'est-à-dire une architecture qui soit dessinée en fonction des données climatiques du lieu, la course du soleil, l'axe des vents dominants, pour faire en sorte que tous les espaces fonctionnels soient protégés du soleil et au maximum naturellement ventilés. En comprenant la culture d'un pays, son climat, sa géographie, on arrive finalement à faire un projet qui est juste par rapport à son implantation. Depuis l'exposition universelle de Dubaï, on développe de plus en plus de design, d'objets. Donc ça peut être des objets qu'on retrouve dans nos appartements ou dans nos bureaux, mais ça peut être aussi des objets qu'on retrouve dans nos rues, comme par exemple des arrêts de bus, ou ça peut être des voitures. On a fait une collaboration avec Renault dans le cadre des 30 ans de la Renault Twingo, et ils nous ont donné carte blanche pour dessiner, selon nous, la voiture du futur. Pourquoi est-ce qu'on roule aujourd'hui dans des voitures de 2 tonnes? Et donc, plutôt que de construire en acier et en aluminium le cockpit de la voiture, on s'est intéressé à la filière agricole. Et donc on s'est intéressé, après le CLT, aux fibres végétales compressées qui peuvent créer des cockpits qui soient très solides. J'ai jamais eu conscience d'être un excellent communicant, mais j'ai toujours eu conscience qu'un beau dessin remplaçait un long discours. Par exemple, quand on a dessiné la cathédrale Notre-Dame, on a voulu faire une image qui rassemble tout le monde. On voit tout de suite qu'on est à Paris, on voit tout de suite que c'est la cathédrale Notre-Dame, même si on l'a revisitée en disant la religion catholique doit se réinventer, elle doit gagner en transparence, elle doit s'ouvrir aux autres, elle doit amener la lumière naturelle dans le cœur à travers le transept, elle doit garder l'histoire de cet incendie exceptionnel dans son ADN et ne pas vouloir l'effacer. Et elle doit se mettre au goût du jour en fonction des matériaux de construction, plutôt que d'utiliser l'un des matériaux les plus polluants au monde, c'est-à-dire 500 tonnes de plomb pour reconstruire sa flèche. On a voulu proposer aux gens une image optimiste de la religion catholique et de Notre-Dame, et on l'a fait via le dessin. Et le dessin, eh bien, c'est un langage universel que tout le monde comprend sans sous-titres. Osaka accueille l'exposition universelle 2025, mais Osaka avait accueilli également une autre exposition universelle, et ça c'était en 1970. Je suis venu ici sur le site pour voir la Tour du Soleil, un édifice impressionnant en béton, mais je me retrouve en fait en pleine fête de Pokémon et entouré de milliers de Japonais et autres personnes d'autres nationalités qui font la chasse aux Pokémon. C'est assez drôle. Une des structures les plus impressionnantes à l'exposition universelle d'Osaka, ce n'est pas un pavillon, mais c'est la structure qui fait tout le tour du site et qui a été imaginée par l'architecte Su Fujimoto. Alors cette structure en bois fait 2 km et exactement 2025 mètres, 2025 comme l'année de l'exposition universelle. Vous avez 3 circulations, une sous l'édifice, là où je me trouve pour protéger du soleil ou de la pluie, mais vous pouvez également monter via des escalators et là vous arrivez à une circulation interne pour voir l'ensemble du site, pour voir la 5e façade je dirais, et puis vous avez une autre circulation externe qui vous permet là de voir le paysage à 360 degrés de l'île où se trouve l'exposition universelle.
Ce sera tout pour cette émission, mais on se retrouve très rapidement pour un nouvel épisode d'Archi Urbain. D'ici là, je vous souhaite une très bonne semaine. Merci pour votre fidélité et à bientôt. Au revoir. Yes.